Bonjour. Ce DVD a été conçu dans le but de vous aider pour la période d'immobilisation qui suit votre chirurgie ou la fracture de l'épaule. Il sera divisé en 3 parties. Tout d'abord, nous démontrerons comment ajuster la telle, de même que la retirer de façon sécuritaire. Nous parlerons également des positionnements assis et couchés. Pour la deuxième partie, il sera question des exercices circulatoires de la main, de même que des exercices pour le poignet et les exercices du coude. Finalement, à la troisième partie, nous démontrerons l'exécution des mouvements passifs de l'épaule, qui seront les premiers mouvements permis après votre chirurgie ou votre fracture. En post-opératoire immédiat, la personne opérée ou qui a subi la fracture aura besoin d'aide pour mettre et enlever la telle. Dans un premier temps, j'avance la telle devant et je vais demander à Anthony de glisser doucement sa main dans la pochette intérieure, puis de venir saisir la boucle ici. Pendant ce temps, l'accompagnateur aide pour tirer légèrement sur la telle afin que le coude soit bien placé au fond de ce qu'on appelle la pochette de la telle. Puis, la partie du haut, la première bande velcro va passer derrière le patient pour venir à l'avant et se fixer dans la boucle. Il est très important de s'assurer que la partie de velcro ici sera solidement fixée sur la partie correspondante. Par la suite, la deuxième bande de velcro, qu'on appelle bande abdominale, sera placée autour du tronc et de la même façon, nous venons la placer dans la boucle à la bande abdominale. Encore une fois, il faut s'assurer que le velcro est solidement fixé. Donc, avec la telle en place, les deux épaules sont à l'horizontale et relâchées. Le coude est bien placé au fond de la pochette et la telle, idéalement, devrait se terminer entre le poignet et le début du 5e doigt. Cependant, il est rare que l'ajustement parfait soit obtenu. Dans ce cas, il est préférable d'avoir une pochette un peu plus longue plutôt que d'avoir la pochette qui se termine au poignet et qui n'apporterait pas un soulagement adéquat de l'épaule. Il faut également mentionner que pour plusieurs modèles d'attelle, la compagnie a placé une courroie à l'intérieur. Il est cependant déconseillé de placer le pouce à l'intérieur de cette courroie. On peut donc ou la couper ou la laisser simplement à l'intérieur de la telle. Je vais maintenant demander à Anthony de tourner pour qu'on puisse voir l'ajustement en latéral, donc la bande cervicale, la bande abdominale, une vue de dos, bande cervicale et bande abdominale. Il arrive parfois qu'avec l'ajustement initial des bandes, celle-ci soit placée de telle sorte, par exemple, que la bande abdominale s'attache trop loin derrière. À ce moment, il y a simplement qu'à réajuster, je vais demander à Anthony de se tourner encore un peu, cette première partie. Donc, par exemple, si la bande était trop loin dans cette direction ou trop courte, nous pouvons la réajuster afin qu'une fois, Anthony, je vais te demander de revenir vers moi. Une fois que la bande abdominale soit fixée, que l'attache se termine très près du coude du côté opposé, afin que celui-ci puisse éventuellement placer la telle tout seul. Quand il faudra enlever la telle, Anthony va encore une fois supporter son poignet. L'accompagnateur vient d'abord défaire la première bande, puis dans un deuxième temps, la bande abdominale. Et doucement, on retire la pochette et l'accompagnateur vient aider pour supporter le coude et reprend l'ensemble du bras. Anthony, tu peux me le laisser. Et par la suite, Anthony peut reprendre son poignet. Même avec une attelle bien ajustée, il peut arriver qu'il y ait une certaine douleur ou tension à l'épaule ou à la région cervicale. Dans ce cas, lorsque la personne est en position assise, il est conseillé, en plus d'avoir la telle, de placer un coussin ou un oreiller qui va augmenter le support
du membre opéré et soulager ainsi la tension du côté de la colonne cervicale. Lorsqu'on utilise un tel support, il est important de s'assurer que les deux épaules soient horizontales pour éviter d'avoir un effet contraire et une omoplate trop en élévation. À une période qui sera précisée par le physiothérapeute, il sera possible de faire un positionnement assis en enlevant la telle et en gardant encore un bon support sous le bras. Alors, Anthony, je vais te demander d'enlever ton attelle. Tout d'abord, la bande abdominale. OK. Maintenant, tu vas retirer la bande cervicale. OK. Tu peux la placer derrière toi. OK. Tu peux maintenant juste un petit peu travailler avec les muscles de l'épaule et venir enlever la pochette de l'attelle avec ta main gauche, doucement. OK. Tu peux éloigner un petit peu la main de l'abdomen et enlever complètement l'attelle. OK. Maintenant, tu peux venir t'asseoir sur le fauteuil ici en laissant l'attelle sur la table. Maintenant, Anthony, je vais te demander de prendre l'oreiller, de le placer sur tes cuisses dans un premier temps, de venir saisir ton coude droit avec ta main gauche pour l'avancer délicatement pour avoir une distance d'à peu près 1 point, si tu veux vérifier, entre le coude et le tronc. OK. Maintenant, tu peux réajuster doucement en tirant l'oreiller vers toi pour avoir un meilleur support. OK. Donc, de cette façon, les muscles de l'épaule sont restés relâchés. Pour ce qui est de la position de la main, graduellement, avec le temps, tu vas pouvoir l'avancer un peu vers l'avant de l'oreiller. Il est important pendant ce positionnement de demeurer toujours très bien relâché et cette position a pour but, entre autres, d'enlever aussi un peu de tension dans l'épaule. Donc, tu ne dois ressentir aucune douleur lorsque l'épaule est placée dans cette position. Cette position permet aussi de retirer un peu de tension sur les tendons lorsqu'ils ont été opérés et également permet une meilleure aération de l'aisselle. Éventuellement, il sera aussi permis d'avancer graduellement la main un peu plus en direction antérieure. À ce moment, il est cependant très important de s'assurer que la main est horizontale, donc en ligne avec le coude. Pour s'en assurer à domicile, avoir un bon positionnement, on pourrait simplement rajouter une grosse serviette ou un deuxième oreiller, de telle sorte que le sujet, encore une fois, soit complètement relâché, aucune douleur, avec l'avant-bras bien placé à l'horizontale. Pour la position couchée sur le dos, idéalement, on ne devrait avoir qu'un petit oreiller placé sous la tête et ne pas le placer dans la région de l'omoplate. Toujours avec l'attelle en position, pour assurer un meilleur confort la nuit, il faut que le centre du coude soit placé légèrement devant, donc un peu plus près du plafond, par rapport au centre de l'épaule. Pour ce faire, on peut utiliser simplement des serviettes de bain repliées pour avoir ce qu'on appelle une très légère flexion de l'épaule. Il est important de noter que ces serviettes ne doivent pas être placées directement sous l'épaule, non plus que sous l'omoplate. Donc, en général, les serviettes sont placées au début de la pochette de l'attelle. Concernant la position demi-assis, il est important de savoir qu'il est vraiment très difficile de faire un ajustement adéquat. Toujours avec l'attelle en place, les supports placés sous l'humérus doivent l'être de telle sorte que le coude est encore une fois bien supporté. On peut baisser légèrement. Et il faudrait aussi avoir un support juste en distal à la région du coude pour éviter que la gravité n'ait tendance à faire descendre l'humérus au complet. Donc, encore une fois, techniquement, ce genre de montage est très difficile à installer et à garder stable dans le temps. Dans les premières semaines qui vont suivre la chirurgie, il est important de porter des vêtements qui boutonnent devant pour éviter de produire des mouvements inadéquats à l'épaule. Donc, lorsque viendra le temps de porter les vêtements, on enfile d'abord la main droite ou la main opérée, en premier. Par la suite, on enfile la manche de l'autre membre.
lorsqu'on veut retirer la chemise, à l'inverse, cette fois-ci, on va d'abord retirer la manche du côté non opéré pour compléter avec le côté opéré. Pendant tout ce temps, le patient supporte son bras. C'est donc l'accompagnateur qui aide pour mettre et retirer la chemise. Pour laver l'aisselle, le patient va lui-même supporter son coude, éloigner légèrement. Je vais demander à Anthony de se tourner pour avoir une distance d'à peu près 1 point entre le coude et le tronc. Le patient supportant toujours très bien son membre supérieur, l'accompagnateur pourra laver l'aisselle, l'essuyer et par la suite, le patient ramène le coude sur l'abdomen. Pour les patientes, dans les premiers temps, il ne faudra pas que la bretelle du soutien-gorge glisse dans la région de l'épaule. Afin d'éviter cette situation, il existe des petits instruments vendus pour garder les 2 bretelles de soutien-gorge ensemble dans la région de la colonne thoracique. Lorsque précisé par le physiothérapeute ou l'ergothérapeute, la patiente pourra également mettre le soutien-gorge et le retirer, de la même façon qu'on vient de démontrer pour une chemise, toujours avec l'aide de l'accompagnateur. Finalement, il existe des restrictions pour la conduite automobile lorsque la personne porte la telle et également dans les premières semaines après l'arrêt du port de la telle. Le texte qui suit, tiré d'un document de la SAC, explique ces restrictions. Pour les exercices circulatoires, la bande abdominale a été relâchée et on replie la telle pour dégager légèrement le poignet. Pour s'assurer d'une bonne circulation, il va être important à chaque heure d'ouvrir et de fermer très rapidement les doigts, mais sans serrer, exactement de cette façon. Avec encore une fois le coude et l'avant-bras supportés, la main à l'horizontale, cet exercice favorise une meilleure circulation dans tout le membre supérieur. Un autre exercice peut être fait dans cette position, soit le mouvement d'extension et de flexion active du poignet. Cette fois-ci, le mouvement est fait plus lentement, dans un but aussi d'aider un peu la circulation et de garder la mobilité du poignet. Tout comme pour les exercices circulatoires, lorsque les mouvements actifs du poignet sont faits lentement, cela ne crée aucune tension dans l'épaule et donc aucune douleur ne devrait être produite. Pour les exercices de mobilité du coude, ceux-ci peuvent être faits parfois en position debout ou en position couchée. Le physiothérapeute déterminera quelle est la meilleure position pour chaque patient. Lorsqu'ils sont faits debout, nous demandons à la personne de supporter l'humérus distal et graduellement d'allonger le coude. Donc, le mouvement se fait lentement avec la paume de main placée devant l'abdomen. Et on replie doucement le coude. On va reproduire encore une fois. Il peut arriver dans les premiers jours après la chirurgie qu'il y ait une certaine douleur de reproduite lorsque le coude est dans cette position approximative. Dans ce cas, parce qu'encore une fois, cet exercice ne doit produire aucune douleur à l'épaule, il faudra simplement arrêter le mouvement un peu avant afin d'éviter de reproduire la douleur à l'épaule. Lorsque les exercices de mobilité du coude sont faits sur le dos, nous devons dans un premier temps dégager la telle. Donc, on enlève la bande cervicale. À domicile, c'est l'accompagnateur qui pourra le faire. Dans un deuxième temps, la bande abdominale. Et doucement, nous allons soulever le coude, retirer la bande cervicale, tirer également un peu sur la bande abdominale, juste assez pour pouvoir retirer la telle en transférant gentiment les mains, en supportant toujours très bien le coude, et le patient nous aide pour finir d'enlever la telle. Donc, on peut laisser la telle sur le côté. Encore une fois, le principe du positionnement est le même. Le sujet détend la région de l'omoplate. Nous plaçons les supports de façon appropriée sous le coude. Je peux juste dégager un peu plus la bande abdominale.
Et dans cette position, la personne va lentement descendre la main en frôlant l'abdomen. Et le principe est toujours le même. Si le mouvement déclenche une légère douleur à l'épaule, on a simplement qu'à arrêter le mouvement, puis le patient reprend. On refait une dernière fois, on allonge vers l'extension. Dans les premiers temps, cette amplitude sera suffisante. Graduellement, avec les jours, on essaiera d'amener le coude dans une plus grande position d'extension. Donc, si nous revoyons le mouvement de flexion-extension du coude, vers le bas en extension, et on replie lentement le coude. On reproduit une dernière fois, et on replie lentement. Graduellement, le patient pourra exécuter complètement autonome cet exercice. Une dernière fois, s'il te plaît. Et on ramène la main sur l'abdomen. À un moment qui sera déterminé par le chirurgien orthopédiste, s'il y a eu chirurgie, ou par le médecin urgentologue s'il s'agit d'une fracture non opérée, des mouvements passifs de l'épaule pourront être débutés. Par passif, nous entendons que les muscles de l'épaule opérée demeurent complètement relâchés et le mouvement est fait par un accompagnateur. Il est très important de préciser que depuis déjà plus de 15 ans au CHUL, les mouvements passifs sont ainsi enseignés en post-opératoire immédiat à un accompagnateur et que ces accompagnateurs ont pu être aussi jeunes que 14 ans et même, dans certaines conditions, l'accompagnateur était âgé de 75 ans. Donc, lors de la visite en physiothérapie, les mouvements passifs seront dans un premier temps démontrés par le physiothérapeute, puis pratiqués par l'accompagnateur, et s'il y a lieu, des corrections seront faites pour que l'exécution à domicile soit facilement reproduisible. Il est également important de savoir que ce DVD pourra, à domicile, vous être utile aussi, si vous le voulez, pour faire une révision des exercices lorsque vous ne serez pas complètement habitué avec ce programme. Pour le mouvement passif d'abduction, une main est placée au niveau du coude, qui permet de s'assurer que le sujet est bien relâché. Mon autre main est placée au niveau du poignet, avec l'index de ma main placé au niveau de la paume de la main. Ceci me permet, en bougeant légèrement le poignet, de m'assurer que la personne est vraiment complètement relâchée. Pour le premier mouvement d'abduction, le poignet va demeurer légèrement à l'intérieur par rapport au coude. Et pour le mouvement, je vais très lentement glisser le coude sur le côté. La personne doit demeurer relâchée et tout au long du mouvement d'abduction, il est important de noter que le poignet demeure légèrement à l'intérieur par rapport au coude, ce qu'on appelle une légère rotation interne. Je ramène lentement le bras. Pour ce mouvement d'abduction, entre chacune des répétitions, il ne faudra pas ramener le coude complètement collé au tronc. Le physiothérapeute vous mentionnera quelle est la distance minimale à conserver pour chacun des patients. Donc, je reprends une deuxième fois, la main au poignet, la main au coude. J'éloigne lentement le coude sur le côté en déplaçant le coude dans un plan qui correspond au plan de l'épaule. Donc, pour ce mouvement d'abduction, vous avez pu noter que j'avais légèrement soulevé le coude par rapport à la table. Il est important d'éviter de faire l'erreur suivante, soit d'avoir le coude placé derrière l'épaule. Pour que le mouvement soit vraiment bien exécuté, nous gardons une distance selon les patients qui pourra être d'environ 1 pouce à 1 pouce et demi entre le coude et le lit pour le mouvement d'abduction. Et on ramène lentement le bras vers l'intérieur. Pour le mouvement d'abduction avec cette vue, encore une fois, j'ai une main placée au poignet du patient et mon index à la paume de la main me permet de m'assurer que la personne est vraiment relâchée. Ma deuxième main est placée au niveau du coude
Je redresse légèrement le poignet, mais celui-ci doit demeurer à l'intérieur par rapport au coude. Et le mouvement d'abduction consiste à éloigner doucement le coude sur le côté, à vitesse lente, tout en gardant le poignet légèrement incliné vers l'intérieur. Puis, on ramène le bras, mais dans ce mouvement, il est important de mentionner qu'entre chaque répétition, on ne doit pas ramener le coude au point où il soit appuyé sur le tronc. Le physiothérapeute confirmera quelle distance minimale on doit garder entre le coude et le tronc. Nous allons reprendre une deuxième fois. Abduction, le coude glisse légèrement sur le côté, avec le poignet qui est demeuré un peu à l'intérieur. Pour ce premier mouvement, nous n'avons pas de support sous l'humérus. Et nous ramenons le bras. À chaque semaine, des objectifs d'amplitude à atteindre seront donnés par le physiothérapeute. Donc, pour illustrer les angles d'ABD, lorsque le coude est complètement collé au corps, nous parlons de 0 degré d'abduction. Si le coude est à mi-chemin entre la position au corps et une position qu'on appelle l'équerre, il s'agit de 45 degrés d'abduction. Et finalement, si nous allions un peu plus loin, pour amener le coude complètement en ligne avec l'épaule, cette fois-ci, il s'agit de 90 degrés d'abduction. Pour le mouvement de flexion, un support est utilisé de telle sorte qu'à la position initiale, le coude soit placé légèrement plus haut par rapport à l'épaule. Ma prise distale au coude est toujours la même, de même que celle du poignet, qui me permet encore une fois de m'assurer que la personne est complètement relâchée. Avant de partir pour le mouvement de flexion, lorsque la main est encore sur l'abdomen, je prends également une deuxième distance, qui est une distance approximative d'1 point entre le coude et le tronc. Et pendant le mouvement de flexion, je vais devoir garder toujours le coude légèrement à l'extérieur pour conserver cette même distance approximative d'1 point. Donc, je redresse le poignet, je m'assure que la personne est complètement relâchée et je lève le coude vers le plafond doucement pour le mouvement de flexion. Puis, je ramène le bras. Il est très fréquent qu'au retour, les patients rapportent une douleur qui n'était pas présente dans le mouvement d'aller. Cette douleur s'explique par une contraction des muscles de l'épaule. Si elle survient, la personne arrête simplement le mouvement, laisse le temps à la personne de se détendre complètement, ce qui devrait éliminer la douleur, puis doucement redescend le coude sur le support. Donc, j'y retourne encore une fois. Je lève doucement le coude vers le plafond en m'assurant que la personne est complètement relâchée et en ayant encore une fois le poignet légèrement à l'intérieur par rapport au coude. Et je redescends très lentement. Pour ce qui est des angles de flexion, vous notez que présentement, j'ai retiré le coussin. Donc, le centre du coude est en ligne avec le centre de l'épaule. Il s'agit alors d'une amplitude de 0 degré de flexion. Si je lève le coude approximativement à mi-chemin entre la position 0 et la position où le bras serait perpendiculaire au lit, il s'agit d'une amplitude de 45 degrés. Finalement, si j'amène le bras pour que le coude soit placé directement au-dessus de l'épaule et donc tout le bras est perpendiculaire au lit, nous parlons alors d'un angle de 90 degrés. Pour le mouvement de flexion, les mains sont encore placées aux mêmes endroits. Donc, une main au poignet et mon index dans la paume de la main s'assure que la personne est relâchée en faisant légèrement un mouvement d'extension du poignet. Ma deuxième main est encore une fois au coude. Avant de débuter le mouvement de flexion, qui sera le mouvement de lever le coude vers le haut, pour déterminer le plan du mouvement, nous allons placer une distance d'1 point entre le coude et le tronc. Cette distance sera respectée tout au long de l'exécution des mouvements de flexion.
Donc, je vais demander à Anthony de demeurer encore une fois complètement relâché. Une main au poignet, une main au coude. Et pour le mouvement de flexion, je lève légèrement le coude à vitesse lente toujours vers le plafond. Donc, on peut noter tout d'abord que le poignet reste à l'intérieur par rapport au coude, ce qu'on appelle une légère rotation interne, et que la distance approximative d'un point entre le coude et le tronc est également maintenue. Il est très important dans ce mouvement au retour de s'assurer que le patient reste relâché. En effet, il est fréquent qu'une douleur soit reproduite au retour et cette douleur ne peut s'expliquer que par une contraction des muscles du patient. Si c'est le cas, nous arrêtons temporairement le mouvement pour s'assurer que le patient est complètement relâché. Donc, l'accompagnateur sent très bien avec la main placée au coude tout le poids du membre supérieur. Et lorsque la personne est relâchée, nous poursuivons la descente du coude. Donc, je refais une deuxième fois. Le sujet complètement relâché. Je lève doucement le coude vers le plafond. Et je redescends en m'assurant encore une fois qu'il n'y a aucune douleur de retour et que la personne demeure complètement relâchée. Pour le dernier mouvement, rotation externe, le même support est utilisé que pour le mouvement de flexion. Encore une fois, je dois garder une distance approximative d'un point entre le coude et le tronc. Je viens glisser ma main sous l'humérus distal. Je reviens au poignet. Donc, pour les trois mouvements, la prise, elle est identique. Et cette fois-ci, le mouvement que j'essaie de faire est de ramener doucement l'avant-bras et le poignet vers l'extérieur. Avant de débuter, encore une fois, je m'assure, en bougeant très lentement le poignet, que la personne est complètement relâchée. Et doucement, je redresse le poignet et l'avant-bras vers l'extérieur. Et ma main qui supporte l'humérus, elle, ne fournit aucun effort, car elle est appuyée sur le support. Je m'assure simplement de garder la même position de distance entre le coude et le tronc. Et doucement, je ramène l'épaule en rotation externe. Pour ce mouvement, entre chaque répétition, il ne faudra pas non plus ramener le poignet complètement appuyé sur l'abdomen. Le physiothérapeute vous précisera quel est l'angle à garder entre chaque répétition pour ce mouvement de rotation externe. Donc, si je retourne une dernière fois, je tourne légèrement le bras en rotation externe, donc vers l'extérieur, puis je ramène doucement vers l'intérieur. Pour le mouvement de rotation externe, le même support est utilisé que pour le mouvement précédent de flexion. Encore une fois, j'ai une distance approximative d'un point entre le coude et le tronc. Ma prise au coude sera de la même façon, juste placée sous le coude. Et pour le mouvement, je redresse très lentement le poignet vers moi, en m'assurant encore une fois avec la main placée au poignet du sujet que celui-ci est complètement relâché. Donc, je ramène le poignet et l'avant-bras vers l'extérieur, doucement, ce qu'on appelle le mouvement de rotation externe. Le principe est le même, il ne doit y avoir aucune douleur au retour du mouvement. Et également pour ce mouvement, entre chaque répétition, on ne doit pas replacer le poignet sur l'abdomen. Le physiothérapeute confirmera quelle est la distance minimale à garder entre chaque répétition du mouvement de rotation externe. Nous allons le refaire encore une fois. L'avant-bras et le poignet vers l'extérieur, très lentement, puis je ramène. Pour illustrer les angles de rotation, si l'avant-bras est perpendiculaire par rapport à la table, nous parlons alors de 0 degré de rotation. Si l'avant-bras est placé vers l'extérieur, par exemple dans cet angle-ci, nous avons approximativement 10 degrés de rotation externe. Pour certaines chirurgies, il y aura des restrictions à ne pas dépasser pour ce mouvement
pour une période qui pourra aller de 4 à 6 semaines. Ces restrictions seront présentées par le physiothérapeute pour chaque condition. Lorsqu'on parle d'exécuter un programme d'exercice, il y a de très nombreux paramètres que le physiothérapeute donnera au patient afin que celui-ci soit exécuté de façon adéquate et rencontre les objectifs visés. Parmi ces paramètres, il y a tout d'abord la douleur. Il est normal après une chirurgie ou une fracture que les mouvements de l'épaule produisent une légère douleur. Le physiothérapeute vous donnera un aperçu de ce que pourrait être cette douleur sur une échelle de 0 à 10. Cependant, il est très important dans l'exécution des exercices que l'intensité de la douleur n'augmente pas d'une répétition à l'autre. Si cela se produit, il faudrait aller un peu moins loin dans les mouvements ou peut-être ralentir encore un peu la vitesse d'exécution. Parmi les autres paramètres qui vous seront donnés, il sera fait mention du nombre de répétitions, du nombre de fois par jour, du moment de la journée où il est préférable de faire les exercices. En général, le matin, on doit éviter les 2 premières heures après le lever et le soir, les 2 dernières heures avant de se coucher. Il est important également de savoir qu'aucun autre symptôme à part la douleur ne doit être produit pendant les exercices. Également, dans certains cas, il peut arriver que lorsque le mouvement arrive en fin d'amplitude, le physiothérapeute vous demande de tenir cette position pendant quelques secondes. Si c'est le cas pour vous, on vous précisera exactement le nombre de secondes. Il faut également savoir que ces informations vous seront remises par écrit et précisées pour chacun des patients pour lequel l'enseignement aura été fait, tous les paramètres nécessaires afin que le programme soit bien exécuté à domicile. Et, naturellement, lorsque vous le ferez avec l'accompagnateur, il est important de considérer que les 2 à 3 premières répétitions pour chacun des mouvements, soit la flexion vers l'avant, l'abduction vers le côté et la rotation externe, dans les premières répétitions, nous préparons l'épaule en quelque sorte à faire les exercices. Donc, le bras va moins loin au début par rapport aux 7e, 8e, 9e et 10e répétitions. Espérant que ce document vous sera utile dans votre réadaptation et qu'il répondra à certaines de vos interrogations, nous vous souhaitons une bonne récupération suite à votre chirurgie ou à votre fracture. Merci.